La Champagne, province française, est le vignoble le plus septentrional d'Europe. Au centre de cette région crayeuse, une grande capitale historique, Reims. Comme une borne merveilleusement ciselée, la cathédrale se dresse au cœur de la ville. Dentelle de pierre, elle vaut à elle seule des heures d'admiration. Elle a été construite au XIIIe siècle et est peut-être une des plus classiques, des plus pures de style qu'on puisse trouver en France. Après les bombardements de la guerre 14-18 qui la firent atrocement souffrir, une réflexion fidèle, longue et minutieuse restitua au monument sa splendeur d'antan. Dans le détail comme dans l'ensemble, ce chef-d'œuvre de la grande architecture gothique est la perle centrale qu'il fallait à cette couronne royale de la Champagne, Reims. Tout autour, les plus grandes et les plus anciennes maisons de Champagne ont leur siège. Immeubles baroques d'un style douteux ou bâtiments classiques à la majestueuse cour carrée, les ambassadeurs de cette Champagne ne sont autres que les producteurs des vins du Champagne. Allons les voir. Peut-être plus significatif, plus symptomatique d'une table de fête que le champagne. Mais le champagne, au fond, qu'est-ce que c'est? Nous avons voulu essayer cette année de le savoir mieux. Et pour ce faire, nous avons profité du fait que la première maison de commercialisation de champagne qui s'est établie, qui s'est créée, a été créée à Reims par un don Ruinart, que cette maison fête en 1979 son 250e anniversaire. Ce quart de millénaire méritait un coup de chapeau. Ça nous permettra d'aller faire une petite incursion dans ce domaine privilégié et quelque peu secret du champagne. J'ai à côté de moi Monsieur Mur, qui est le descendant de toute cette famille, de toute cette longue lignée des Ruinart. Et vous êtes, Monsieur Mur, l'actuel président-directeur général de la société Ruinart à Reims. Parfait. Alors, 250 ans d'existence, c'est long. Comment est-ce que tout ça est parti, au fond? Tout d'abord, bienvenue à nos amis suisses dans cette bonne et vieille maison. 250 ans, c'est beaucoup et c'est pas grand-chose quand on regarde ça vu à travers l'humanité. C'est énorme, cependant, pour toutes les générations qui se sont succédées ici depuis lors. 1729, c'est l'époque de Louis XV. Mais il faut dire que le champagne, si elle date du début du XVIIIe, les vins sont beaucoup plus anciens dans notre région. Il faut remonter au IIe siècle après Jésus-Christ, à l'empereur Probus, pour savoir que déjà à l'époque, il se plantait des vignes. Mais pourquoi le champagne, tout spécialement à cette époque? Ben pour une raison bien simple. C'est qu'au début du XVIIIe, un moine, Dom Pérignon, a eu l'idée d'assembler différents crus et surtout de réaliser comment élaborer un vin blanc à partir de raisins noirs. Car la Champagne, c'est une appellation vaste, 25 000 hectares pour le moment, et le champagne est fait à partir de différents cépages. Mais ceci dit, à l'époque, donc, il a fallu transformer ce vin rouge en vin blanc, et Dom Pérignon a eu la bonne idée, non seulement d'assembler, mais de se dire qu'au printemps, il réalisait que ce vin était un peu comme les jolies femmes, s'excitait. Et en fait, il y avait une sorte de mousse de fermentation secondaire qui s'établissait au printemps. Et alors, il s'est dit, pourquoi ne pas essayer de domestiquer, de saisir ce phénomène, et en fait, c'est là que vient le vin mousseux, donc le champagne. À l'époque, il était aidé par Don Ruinart, à l'abbaye d'Auvillers, et très vite, le neveu de Don Ruinart, Nicolas Ruinart, s'est dit, mais mon Dieu, on va donner à nos clients, donner à l'époque, ces vins qui moussent. Et puis très vite, ce vin est devenu très populaire. Je crois qu'il y a là tout de même un phénomène duquel il faut parler, c'est que le neveu de Don Ruinart a eu la chance d'acquérir les crayères les plus extraordinaires de la montagne de Reims, dans lesquelles il a pu entreposer ses vins dans des conditions de température et d'humidité particulièrement importantes,
Et ces crayères datent de l'époque elle-même gallo-romaine. Bien sûr, car le problème à l'époque était que cette fermentation se fasse à une température constante. Car dès l'été venu, eh bien, ces bouteilles explosaient parce qu'en fermentant, le bouchon, car il n'existait pas encore, le bouchon de liège, il y avait une petite cheville de bois et le vin s'évaporait. Donc, si vous voulez, à l'époque, il a fallu conserver ces vins dans des conditions parfaites et en même temps savoir comment les élaborer. Les élaborer avec le bouchon de liège et avec cette double fermentation, d'une part en fût ou en cuve lors de la vendange et ensuite dans la bouteille, ce que nous verrons tout à l'heure. C'est ça. Et phénomène aussi nouveau, c'est que pour la première fois au début du XVIIIe, on a su expédier des vins autrement qu'en fût. On les a expédiés donc en bouteille. Et ça a été l'essor du vin de Champagne, qui jusqu'à la fin du XVIIIe était encore un peu confidentiel, n'était bu qu'à la cour des rois, et en même temps dans certaines familles extrêmement privilégiées. Mais très vite, l'Empire est arrivé, le début du XIXe, et en 1800 et quelques, c'est alors qu'un de mes ancêtres, Edmond Runard de Brimont, a pris son bâton de pèlerin, est parti pour l'Amérique en bateau à voile. Il fallait 6 mois pour faire le voyage à l'époque. Il a été présenté au président des États-Unis, le général Jackson, la première bouteille de vin de Champagne. Puis ensuite, il est parti pour la Russie en diligence. Vous voyez donc, à l'époque, il n'était pas question de concorde, mais il fallait donc avoir beaucoup de tempérament et beaucoup d'énergie. Et ça a été le grand essor du vin de Champagne, de la Maison Runard et de tous les collègues à cette époque. Tout au long du XVIIIe, ça a été donc l'euphorie pour le vin de Champagne. Nous arrivons très vite, si vous le voulez bien, au début du XXe. Le XIXe ayant été également, à la fin, une année très faste. Il ne faut pas oublier cependant qu'au cours de 2 siècles et demi, nous avons su surmonter les révolutions, les guerres, car nous sommes tout de même une région qui avons beaucoup souffert de différentes guerres, la guerre de 70, la guerre de 14-18 et la récente de 39. Surtout la guerre de 14-18, qui a vu une complète destruction de tout le vignoble et de toutes nos caves. Mais ensuite, il faut, comme vous le savez, discipliner un peu ce que la nature a d'excessif. Et alors, en début du XXe, il y a environ une soixantaine d'années, on a commencé à réaliser ce qu'est une appellation d'origine. Et alors, il a fallu, à ce moment-là, réglementer ce qu'est le champagne aujourd'hui, non seulement par les cépages, mais par toutes les disciplines qui font la rigueur de notre profession. Et à l'époque, ce n'a pas été sans mal, il y a même une révolution, parce que peu de temps avant, il y avait la fameuse crise du phylloxéra qui avait pratiquement détruit tout le vignoble. Vous voyez donc que l'euphorie dans laquelle nous pouvons nous trouver aujourd'hui, les ventes importantes que nous avons dans par le monde, ne sont pas enfantées sans quelques douleurs. Vous avez parlé, M. Mur, des difficultés qu'il y avait eu à définir les appellations contrôlées dans la région de Champagne. Cette région est maintenant bien fixée. Quelles sont ses principales sous-régions? La mention que je vous ai faite tout à l'heure des problèmes que nous avions eus au début du siècle était relative à la région de l'Aube. En fait, le département de la Marne, plus le département de l'Aube partiellement, et quelques petites parcelles dans le département de l'Aisne, seuls ont droit à l'appellation Champagne, vin de Champagne. Pourquoi? Parce que nous sommes extrêmement sérieux sur le problème du sol et de l'exposition. Il faut que vous sachiez que les plantations en Champagne ne peuvent être effectuées que s'il y a un contrôle préalable de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, qui est une institution remarquablement faite par l'entremise et sous l'égide du ministère de l'Agriculture, et le comité interprofessionnel du vin de Champagne, dont je fais partie en tant que membre de la consultative. Nous sommes donc extrêmement sérieux sur ce problème, car il est important que le Champagne, étant donné sa notoriété et son image dans le monde, soit toujours le meilleur des vins qui moussent, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a comme différenciation dans les implantations de cépages et dans les diverses régions de cette région globale? Alors, tout d'abord, seuls 3 cépages sont autorisés. Le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Le pinot noir, qui est un pinot qui donne le corps au vin,
le pinot meunier qui lui en donne le bouquet et le chardonnay qui en donne la finesse. Il faut, dans une cuvée de champagne, pour qu'elle soit complète et qu'elle donne au palais et au nez la complète satisfaction du consommateur, que chacune de ces régions entre pour un certain pourcentage. Est-ce que tous ces raisins sont cultivés dans tout l'ensemble de la région de Champagne? Alors, bien sûr, ils sont cultivés selon les régions, la Côte des Blancs, la montagne de Reims ou la vallée de la Marne, les trois grandes régions, étant entendu que la rigueur également vient du contrôle de la vigne. On n'a pas le droit de tailler plus fort ou moins fort qu'à 2 coursons. On n'a pas le droit d'extraire de 4000 kilos plus de 26 hectolitres, 66 litres de vin. Tout l'excédent n'a pas droit à l'appellation. C'est la régie, c'est-à-dire les contributions indirectes, et nous-mêmes qui faisons le contrôle très strict de tout cela. Le consommateur est souvent un peu désorienté. Première question, pourquoi est-ce qu'il y a de temps en temps des années qui sont millésimées et d'autres qui ne le sont pas? Je dirais, il n'y a pas de multiples appellations. Il n'y a qu'une appellation, c'est le champagne. Tout le reste, ce sont des mentions. L'appellation seule, champagne. Il faut différencier donc l'appellation champagne qui n'est donc requise que si tous les critères dont je viens de développer quelques-uns sont respectés. En plus, il y a la marque qui donne une garantie au consommateur, car la marque, qu'est-ce que c'est? C'est le privilège que nous avons d'avoir un assemblage à partir de nos propres vignes et de raisins que nous sélectionnons, parce que nous avons un immense respect du consommateur, bien sûr. Alors, d'autres mentions, le millésime. Eh bien, le millésime n'est fait que dans des très grandes années. On m'a dit, tout à l'heure, la question m'a été posée, 79, 79 sera un millésime. Peut-être. Tout le laisse penser pour le moment. Mais ça dépend de l'hiver. Ça dépend de comment le vin va évoluer. Nous le déciderons plus tard. Nous ne déciderons pas tout de suite ce qui sera un millésime. Alors, vous avez aussi un blanc de blanc. Qu'est-ce que c'est qu'un blanc de blanc? Un blanc de blanc veut dire un vin blanc extrait de raisin blanc. Il faut savoir que blanc de blanc, blanc étant au pluriel. Alors, ces vins blancs de blanc, comme le Don Ruinart, ne sont uniquement issus de raisin chardonnay. C'est ça. Alors, vous avez aussi le crément. Le crément, c'est un vin qui a été tiré à une moins grande pression. Il mousse moins que le vin de champagne normal. Est-ce qu'un champagne peut justifier son prix plus élevé que son voisin par une meilleure sélection, un meilleur affinage, une tenue plus longue en cave, etc. Est-ce que le rapport qualité-prix est véritablement toujours justifié ou justifiable? Voilà une question qui me fait plaisir, parce que le consommateur, quelquefois, est un peu perdu dans les prix. Il faut savoir que, tout d'abord, il y a une échelle de crus. Le raisin n'est pas payé le même prix dans tous les crus, cette année. Dans les grands crus à cépage noble, le raisin est payé au kilo 11 francs 56. Mais dans d'autres régions, il est payé 81 ou 82% de ce prix. Et il y a une prime au cépage de 65 centimes qui n'est donnée qu'au pinot noir et qu'au chardonnay. D'où une différence qui peut donc être déjà de 20%. Sur la matière première. Sur la matière première. Mais en plus, vous avez au pressurage la première presse, c'est-à-dire la cuvée, et ensuite la première et la deuxième taille, et la cuvée, qui est la première presse, qui est évidemment le meilleur du meilleur, est évidemment plus cher que la deuxième taille, qui vaut moitié prix de la cuvée. Vous pouvez donc faire un champagne avec des raisins issus d'une cuvée, qui est la première presse, et uniquement de grands crus. Le prix en est forcément donc beaucoup plus élevé, puisque nous avons déjà 20% d'écart dans le cépage, enfin dans le cru, plus 50% dans la presse. Vous voyez donc l'écart est peut-être énorme. Les vendanges se font ici avec un soin tout particulier. Les vendangeurs et vendangeuses qui s'en occupent ont pour ces grappes de raisin les soins de l'horticulteur cueillant ses roses. Il est essentiel que les grains arrivent entiers au pressoir pour éviter de donner au mou un début de coloration. C'est pourquoi on utilise encore le plus souvent ces grandes corbeilles d'osier dont le contenu sera, avant le départ de la vigne, surveillé encore par l'œil vigilant du propriétaire. Monsieur Viron, vous êtes le chef de ces caves. Quel périple va parcourir ce mou pour arriver à faire du champagne? Dans les pressoirs, vous avez un décantage du mou qui se fait, qui dure une dizaine d'heures, et ces mous sont ensuite ramenés dans les celliers et mis dans des cuves de fermentation. Alors là, vous préparez un vin qui est au fond ce qu'on appelle un vin tranquille ici. Ça va être le point de départ de la préparation d'un vin tranquille. Alors, je vous dirai tout de suite que nous essayons de conserver tous ces mous par pays d'origine.
de manière à avoir un éventail assez ouvert de crus pour composer nos cuvées quelques mois plus tard. Et alors, vous faites une fermentation du vin, normale, la rétrogradation malolactique qui se fait habituellement, et c'est au printemps que vous allez alors vous livrer à l'opération d'assemblage, qui est extrêmement importante. Nous commençons déjà la préparation des assemblages fin décembre, à partir du moment où les vins sont clairs et goûtables. C'est ça. Et alors, cette opération d'assemblage? Alors, l'opération d'assemblage diffère en fonction du type de cuvée que nous voulons réaliser. En général, vous avez des cuvées de grande qualité et nous consacrons à ces cuvées les vins des grands crus correspondant à l'échelle des crus dont vous avez entendu parler et qui groupent des pays dans les noirs comme Haï, Verzenay, Sillery, et dans les blancs, Avis, Cramant, Auger, le Ménil. C'est ça. C'est ce qui nous sert à faire les cuvées, vraiment les grandes cuvées. Mais dans toutes ces cuvées-là, il y a toujours un mélange de mous de différentes provenances. Nous avons toujours un mélange de mous, et vous avez couramment dans une cuvée, quelle qu'elle soit, une quantité de 20, quelquefois 25 pays différents, avec une proportion variable selon les années de mous issus de raisins noirs et de mous issus de raisins blancs. Et les cuvées de blanc qui, elles, sont exclusivement préparées avec des vins blancs, exclusivement, les chardonnays. Alors, ces cuvées, vous allez maintenant les mettre en bouteille. Et ces bouteilles, vous allez en faire quoi? Alors, nous les mettons au moment de la mise en bouteille. Nous ajoutons au vin une certaine quantité de sucre qui est de l'ordre de 24 grammes par litre. Vous ajoutez des levures alcooliques et des clarifiants. Tout ça pour favoriser le départ de cette deuxième fermentation en bouteille. C'est pour démarrer cette deuxième fermentation en bouteille qui, lorsqu'elle sera complètement terminée, ce qui demande en général 4 mois, vous donnera à l'intérieur de la bouteille une pression de l'ordre de 6 kg à 10 degrés de température. Et vous aurez d'autre part augmenté la teneur en alcool de la cuvée de l'ordre de 1,2 degré. Ce qui vous donne une amélioration du vin. Vous allez laisser vieillir en cave pendant combien de temps? Alors, en fonction du type de cuvée que nous avons réalisé, si c'est une cuvée de tête, ces cuvées restent 3 ans, 4 ans, 5 ans en cave. Ce que nous appelons les cuvées courantes, qui servent à faire des bruts de 100 années, en général restent 2 ans. Et alors, au bout de cette période de vieillissement en cave, on va arriver à une phase extrêmement intéressante, passionnante du champagne. Et très délicate. Et très délicate. Lorsque nous pensons avoir besoin de ces vins, nous les mettons sur pointe, nous appelons. C'est l'opération qui consiste à prendre les bouteilles qui sont sur tas, couchées horizontalement, comme vous les avez vues, et ensuite à les poser sur des pupitres. Et alors, ces pupitres? Ces pupitres sont des pupitres de chêne avec des trous de forme ovalisée qui vous permettent de faire varier l'inclinaison de la bouteille. C'est ça. Alors, les bouteilles sont posées sur pupitre, on laisse le vin claircir, ce qui demande en général une vingtaine de jours, et ensuite, vous avez le remueur, qui est l'ouvrier vraiment spécialisé dans notre profession, qui, tous les jours, va tenir ces bouteilles, va varier faire varier la position de la bouteille d'un 1/8 de tour, de manière à ce que le dépôt qui est réparti sur la base inférieure de la bouteille, petit à petit, se détache de la piqûre pour glisser vers le bouchon. Donc le but de l'opération de remuage, c'est finalement, essentiellement, la création d'une masse de dépôt sur le bouchon avec une clarification complète du vin qui reste dans la bouteille. Ça, c'est Alors ce fameux remuage avec ce 1/8 de tour fait tous les jours, il va falloir le poursuivre pendant combien de temps pour arriver à cette clarification? Vous tenez en général les vins 20 à 22 fois, à raison d'une fois par jour. Ce remuage terminé, alors on procède à l'opération du dépointage et ensuite ces vins vont monter au chantier de dégorgement. C'est ça. Alors il y a deux techniques. Enfin, il y avait une ancienne technique utilisée jusqu'à ces dernières années. La technique ancienne consistait à prendre les bouteilles, toujours la tête en bois évidemment, à dégager le bouchon en le maintenant. Alors vous avez une pince et lorsque vous sentez que le bouchon
va être prêt à partir, vous redressez votre bouteille et vous donnez un petit coup sec de manière à ce que le bouchon se dégage complètement. Et ça, au moment où la bulle arrive au niveau du dépôt. Et maintenant, alors, cette même opération de dégorgement se produit aujourd'hui par congélation de la partie basse de la bouteille. Oui. Et vous avez la formation d'un dépôt, d'un glaçon qui fait 2 cm de hauteur et qui vous bloque le dépôt sur le bouchon. On va donc retirer cet élément qui est devenu solide et par quoi est-ce qu'on va remplacer alors ce qui, soit dans le dégorgement à la main, soit dans l'opération de dégorgement par fixation dans la glace, comment va-t-on remplacer la partie de liquide qui a été éliminée? De toute façon, dans une bouteille de champagne, quelle qu'elle soit, même une bouteille de champagne brute, on y ajoute toujours une certaine quantité de sucre sous forme de liqueur d'expédition. Cette quantité de sucre varie, même dans un brut, en fonction de la cuvée, et elle est plus importante si vous voulez faire un sec ou un champagne demi-sec. Alors donc, ainsi, le champagne est terminé, il a reçu sa liqueur d'expédition. Mais nous ajoutons après du vin pour rétablir le niveau initial dans les bouteilles, parce que la dose de liqueur ajoutée ne compense pas obligatoirement la quantité de vin perdu au moment de l'opération du dégorgement. Donc, on passe au bouchonnage définitif. On passe au bouchage et ensuite à la pose du muselet. Le muselet ayant pour devoir de maintenir le bouchon bien arrimé sur le col de la bouteille. Et après ensuite, ça, il n'y a plus qu'à l'habiller. Il y a une opération, il faut mélanger, retourner les bouteilles pour mélanger la liqueur dans la masse du vin, parce que vous mettez une liqueur qui fait de 1200 grammes de densité par litre et le vin n'en fait que 950. Alors au moment de l'addition de liqueur, celle-ci tombe automatiquement au fond de la bouteille. Donc il faut la remélanger de manière à avoir quelque chose qui soit bien intime, bien lié. Après ce remuage, alors l'habillage définitif. Après, nous passons à l'habillage. Alors là, l'habillage, c'est l'habillage traditionnel qu'on essaie de soigner le plus possible, de manière que nos bouteilles aient une belle présentation. Et ce champagne a bien mérité la belle robe de laquelle on l'entoure. Eh oui. Rien n'est négligé pour donner à ces bouteilles prestigieuses leur habillage de fête. Toutes les phases de ce conditionnement sont minutieusement contrôlées. Mais il ne faudrait pas que le luxe de cette toilette fasse oublier la valeur de son contenu. Combien de produits qui sont fort loin de cette qualité cachent-ils sous un habillage merveilleux une médiocrité souvent consternante? Au fond, le champagne, riche de toutes ses qualités intrinsèques, ne devrait-il pas s'habiller en robe de bure, simple et infiniment modeste, comme seul le grand moine qui l'inventa? Monsieur de Mareuil, quelle est au fond l'origine de ces extraordinaires crayères? Il faut remonter à longtemps puisqu'il faut reprendre quelques décades avant l'arrivée du Christ pour comprendre l'origine de ces crayères. Les Romains ont occupé notre région ici et ils sont installés dans cette ville qu'ils ont baptisée à cette époque-là Durocortorum. Ils l'ont choisie comme ville administrative de cette partie nord-est de la Gaule belgique. Et ils se sont donc installés, ils ont eu besoin d'agrandir et d'améliorer la ville, et donc eu besoin de matériaux de construction. Les Romains étaient des bâtisseurs, comme on le sait, ils avaient l'habitude de creuser des carrières à ciel ouvert, mais dans notre région, avec le climat que nous connaissons, c'était un problème. En effet, faire des carrières à ciel ouvert dans la craie, l'eau s'infile facilement, il gèle pendant les 3/4 de l'année, et comme la glace augmente de volume, ça fait éclater la craie, ce qui fait que ces carrières se seraient effondrées et n'étaient pas donc exploitables pendant les 3/4 de l'année. D'où l'idée astucieuse d'avoir imaginé ces carrières souterraines, dont le principe est le suivant, c'est qu'on commençait par creuser une sorte de puits qui faisait 2 mètres de diamètre sur 3 ou 4 mètres de profondeur, et à partir de cette profondeur, on ne risque plus les inconvénients du gel. Donc à partir de là, on commençait à découper les blocs de craie qui allaient servir aux constructions
On creusait petit à petit en descendant, en remontant ces blocs par un système de poulies, toujours en maintenant l'ouverture petite pour éviter que le froid ne pénètre. Ce qui explique l'élargissement de ces crayères à leur base. Exactement, c'était la forme pyramidale parce que c'était la façon la plus solide de les conserver sans qu'il soit nécessaire de les étayer et de les consolider. Et ces traces qu'on voit par endroits contre les murs des crayères sont encore les marques, je crois, des moyens que les Romains utilisaient pour faire sauter ces blocs de craie. Effectivement, ils utilisaient des sortes de coins en bois, c'est-à-dire qu'ils faisaient 3 fentes autour d'un bloc, ils remplissaient cela de petits morceaux de bois qu'ils arrondaient abondamment et le bois, en gonflant, faisait éclater le bloc en question qui était remonté ensuite en surface par le système de poulies et retaillé pour les besoins de la cause. Donc tous ces blocs sortaient par l'orifice supérieur. Par l'orifice supérieur. Et alors les galeries qui rejoignent les crayères les unes aux autres, elles étaient là que pour la libre circulation des ouvriers qui Exactement. travaillaient. Et ces galeries que nous avons aménagées et réélargies petit à petit au fur et à mesure des besoins de l'expansion de la maison. Monsieur Liégeant, vous qui êtes vigneron dans cette montagne de Reims, c'est maintenant le bon moment, le moment des vendanges, c'est le moment de la récompense du vigneron. Comment ça se passe, ces vendanges en Champagne? C'est gai, c'est triste, c'est sérieux? C'est sérieux, on le prend à cœur. Ce raisin est quand même une chose, on en fait du champagne, c'est quand même prestige. Alors les vendanges, ben, c'est une chose très sérieuse pour finir, on y fait très attention. Les raisins sont quand même une marchandise chère en Champagne pour faire un grand vin. Alors c'est du travail, c'est le résultat d'un an de travail. Vous savez, en fait, la vigne en Champagne, c'est du jardinage. Ça n'a rien à voir avec les 8000 pieds d'hectare. Eh bien, il faut les soigner chacun. C'est 8000 fois où il faut s'agenouiller bien souvent devant. Et c'est le gros travail de la Champagne. Pour arriver au résultat d'une grappe qui fera du raisin, qui fera du champagne, pardon. Qui fera enfin, on essaie, un bon vin. Vous vendangez justement avec un certain nombre de précautions inhabituelles. Pour la Champagne, non. C'est habituel, il le faut. Il faut, si nous voulons faire des vins de qualité en Champagne, il faut absolument soigner cette grappe, soigner cette vigne, et puis faire très attention à la cueillette. C'est-à-dire? Eh bien, c'est de prendre les grappes les plus mûres, les plus belles. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Nous avons eu une très mauvaise fleur cette année, et elle s'est faite en un temps trop long. Ça a été beaucoup trop long. Alors, les premières grappes sont très belles, et nous allons devoir, ce qu'on appelle, regrapper 8-10 jours après pour recueillir ces raisins qui sont encore rouges, qui ne sont pas mûrs. Vous allez faire au fond une vendange à 2 stades différents. Oui, ce que nous faisons souvent en Champagne. On l'oublie souvent. On a le gros coup de la vendange, bien entendu, parce que la fleur se fait pratiquement au même moment. Mais nous avons une seconde floraison. Cette année, nous l'avons eue avec beaucoup de retard, beaucoup de recul. Et il va falloir regrapper. Et ce sera important. Le regrappage sera important cette année. Et sur la grappe elle-même, est-ce que vous faites un tri des grains? Ah oui. Là, nous évitons quand, encore une chose, cette année est un peu spéciale, et vous avez des petits grains verts, vous avez des grains abîmés, pourris, nous essayons de les enlever au maximum pour donner au pressoir une grappe correcte. J'estime que le prix qui est payé est un prix raisonnable, alors mon Dieu, une marchandise correcte, c'est le jeu. Donnez-moi donc votre opinion sur cette composition du champagne. 3 raisins, 3 cépages, 2 rouges, 1 blanc. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment équilibré? Ah si, vous avez le blanc, le raisin blanc va vous donner de la finesse, de la légèreté, un peu d'acidité, et le rouge, le raisin noir, va vous donner du corps, va vous donner vraiment... Alors, le bel équilibre d'une belle bouteille de champagne, c'est d'avoir justement des raisins noirs et des raisins blancs. Ça, il n'y a pas de problème, c'est la belle bouteille de champagne. Il faut cet équilibre. Le blanc est trop léger, le noir est trop lourd. Il lui faut, donc le mélange est très bon. Le corps du noir avec l'acidité du blanc. Et dites-moi, dans ces vendanges, est-ce qu'il y a encore des côtés folkloriques, des côtés de fête, des côtés de gaieté et de joie qui apparaissent? Un peu moins qu'avant. Il y a eu ce côté, mais un peu moins maintenant quand même. Maintenant, c'est sérieux. Nous le disions tout à l'heure, l'erreur des gens, c'est dès qu'on a eu un peu d'argent, on est moins gai pour finir. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors que nos parents avaient certainement beaucoup plus de travail, puisqu'ils n'avaient pas l'aide du matériel que nous avons aujourd'hui. Il était avec moteur et tout, on faisait tout à la main, avec des outils souvent pas très commodes à employer. Eh bien, ces gens, pour finir, s'amusaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ce qui est paradoxal, c'est curieux, alors que nous devrions être plus heureux qu'eux. Nous le sommes peut-être d'une autre manière, ça reste à découvrir. Mais on fête quand même encore. Ah, on fête la fin des vendanges, et il existe une fête qui s'appelle le Cochelet. Et ce Cochelet, eh bien, c'est la fête des vendanges. Alors là, c'est vraiment
On se donne à cœur joie, là. Et ça, c'est au moment où la C'est vendange est Où la terminée. vendange est terminée. Le dernier panier de raisin rentré au pressoir, le soir, c'est le cochelet. Ou le midi, selon la... Ça se traduit par quoi? Est-ce qu'il y a un repas spécial? Oui, alors la potée, bien entendu, la potée champenoise, avec les 5 sortes de viande, avec les haricots coco, qui est une chose amusante, le haricot coco. C'est un petit haricot blanc qu'on emploie beaucoup en Champagne. Alors la potée, c'est un peu, je dirais pas un pot-au-feu, non, ce serait une erreur, mais la potée champenoise, je vous dis, il y a 5 viandes, du poulet, et puis ce haricot dedans, que l'on met dedans. Oui, vous n'êtes pas si Et loin alors, de il- Soissons, Nous finalement. ne sommes pas tellement loin de Soissons. Et puis alors, il y a aussi une chose qui fait partie du folklore en Champagne, le maroilles. Vous savez que nous sommes très peu loin de la Thiérache. Et en Thiérache, vous avez ce fromage de maroilles. Et le maroilles est un peu le fromage des vendangeurs. Alors, monsieur Mur, au fond, quand et comment doit-on boire du champagne? D'abord, à quelle température? Eh bien, si vous permettez, déjà une petite goutte maintenant. Quelle excellente idée. Car, en fait, ce champagne sort de la cave. Et donc à température idéale, c'est-à-dire 8 à 10 degrés. Il ne faut pas le boire trop glacé, trop frappé, ni bien sûr pas chaud. Alors, il faut le boire d'abord à cette température, car vous voyez que la mousse est belle et très fine. Et d'abord, on va le goûter des yeux, si vous permettez, en le regardant. Et on voit déjà par son aspect un peu sa provenance. Déjà, voyez-vous, ça, tout de suite, sa couleur légère, couleur un tout petit peu verte, prouve que c'est un blanc de blanc, oui, issu de cépage chardonnay. On le hume. Le nez doit être très délicat et très fin. Il l'est. En plus, maintenant, à votre bonne santé. À votre excellente santé. Alors, nous parlerons des verres tout à l'heure. Et vous dites 10 degrés. Est-ce qu'à ce moment-là, vous recommandez la mise en réfrigérateur pendant 1 ou 2 heures avant la consommation? Est-ce que vous préférez la mise dans un seau à glace que lorsqu'on monte le champagne de cave? Car on n'a pas tous la chance d'avoir des caves à une température absolument idéale. Alors, traitons, si vous le voulez bien, le champagne comme on traite une jolie femme. Ne le heurtons pas. C'est-à-dire, s'il est à une température de 10 degrés, ne le mettons pas tout d'un coup dans un frigidaire à moins 3 ou moins 4. Il sera trop frappé et ne s'épanouira pas bien. Alors, je crois que si vous avez la chance d'avoir quelques amis qui viennent, quelques heures auparavant, vous le mettez dans le frigidaire, mais pas dans le deep freeze, dans le frigidaire normal, dans le réfrigérateur. Vous le laissez. Et ensuite, vous le servez. Ne glacez pas le verre avant. C'est une mauvaise chose, car quand on glace le verre avant de goûter, vous avez une sorte de buée qui se produit sur le verre, et à ce moment-là, le champagne ne mousse moins bien. Oui, on casse la mousse. On casse la mousse. Du point de vue conservation du champagne, nous venons de parler de cave, combien de temps peut-on conserver valablement dans une cave qui ne sont pas toujours, encore une fois, les caves idoines que nous devrions avoir dans les immeubles modernes surtout? Combien de temps peut-on conserver le champagne et quelles sont les précautions à prendre? Alors, le champagne ne se conserve pas comme un vin de Bordeaux ou un vin de Bourgogne. Il ne se conserve pas au-delà de 10 ans maximum. Alors, je vous conseillerais, pour un vin sans année, de le boire assez rapidement après l'avoir acheté. Car, effectivement, quand vous l'achetez, il est en pleine maturité.
Donc conservez-le 1 an ou 2 ans, mais guère plus. Il n'a rien à gagner à un stationnement Non. en cave. Un millésimé, quelquefois, peut encore s'améliorer, mais seulement quelques années. Par exemple, un 71, maintenant qui a 8 ans, peut encore être consommé dans de très très bonnes conditions, mais je préconiserais plus volontiers un 73, qui est le millésime actuellement que nous vendons. À quel moment doit-on, à votre avis, consommer le champagne? Vous allez me dire tout le temps. Mais non, y a-t-il des champagnes qui sont plus particulièrement destinés alors à l'apéritif, d'autres au service de table, c'est-à-dire à l'accompagnement des mets, d'autres au dessert, C'est à la ça. soirée, que sais-je? Un petit mot de la conservation déjà. Pour la conservation des vins dans les caves, ce qui est très important, c'est que la cave soit à température constante hiver comme été. Souvent, des caves, malheureusement, sont à côté du chauffage central, ce qui est évidemment une hérésie. Mais aussi à l'abri des vibrations. Je connais mes amis américains qui ont de superbes caves, air conditionné et tout, et malheureusement au bord d'une autoroute. Et les vibrations remuent le champagne et il vieillit mal. Donc, température constante à l'abri de vibrations. Et vous aurez toujours la joie d'avoir un champagne de qualité quand vous le consommerez. Quand vous le consommerez, non pas tout le temps bien sûr, mais il faut le consommer quand d'abord on a soif. Et quand on est avec un groupe d'amis, car le champagne est un vin de la fête, et il s'accompagne d'amis. On ne peut pas boire du champagne seul, ça me paraît difficile. Mais avec un bon ami, nous sommes là tous les deux à discuter, c'est délicieux d'avoir un verre de champagne. Quand vous êtes avec une jolie femme, quand vous êtes au restaurant, quand vous êtes en famille, en train de regarder la télévision, vous ouvrez une bouteille de champagne, n'en consommez pas trop, c'est inutile, 1 ou 2 verres avant un repas. Vous continuerez avec un brut, peut-être un peu plus ancien au cours du repas, et pourquoi pas un rosé. Si vous avez du gibier, si vous avez une viande rouge, un rosé accompagne parfaitement bien un mets de cette qualité. Et au dessert, quelquefois, un demi-sec ou un plus vieux millésimé. Mais le champagne, je préconiserais plutôt de le boire avant les repas et le soir tard, mais peut-être pas après le repas. Je crois que c'est un peu sur un dessert au chocolat, ça n'est pas recommandé. Oui, je crois qu'on oublie trop souvent que le champagne est un vin et qu'il doit être traité comme tel et par conséquent bu dans des conditions idoines. Enfin, ultime question que je voudrais vous poser, les verres. Nous avons là de très beaux verres tulipes. Il existe d'autres verres dans lesquels on peut recommander de servir le champagne. Alors ça, lesquels? c'est un verre, voyez-vous, que je vous disais tout à l'heure, la joie de consommer une bouteille de champagne vient aussi du bouquet qui se développe. Or, le bouquet ne se développe que si l'orifice du verre est étroit. C'est une hérésie de prendre dans une coupe, car le bouquet s'évapore et s'évanouit, en quelque sorte. Alors, il y a d'autres petits verres. Celui-ci, par exemple, qui est un verre plus modeste, plus simple, mais qui est économique. Si vous avez quelques amis qui ne veulent pas en consommer trop grande quantité, une petite quantité comme cela est agréable aussi, juste avant le repas. Mais ce verre tulipe a l'avantage d'avoir un bel aspect quand on le regarde, d'avoir le développement du bouquet, et en fait, vous voyez, le cordon de la mousse se maintient, ce qui est tout pour nous très important. Très positif. Qui consomme du champagne? Pour le moment, plus de 150 pays ont importé nos vins de champagne l'année dernière. Tout d'abord, évidemment, le marché français est le marché numéro 1, 120 millions de bouteilles. Puis, les deux marchés principaux sont la Grande-Bretagne et l'Italie à égalité, 12 millions de bouteilles chacun. L'Italie, c'est assez étrange, mais les peuples latins aiment le champagne et l'ont toujours aimé. Puis ensuite, c'est les États-Unis d'Amérique, la Belgique, mais la Suisse est en très bonne place. Et nous sommes heureux de le savoir. Par contre, le champagne, au cours des siècles, n'a pas toujours été consommé, ni par les Français, ni par les autres pays. Autrefois, c'était les grands de ce monde qui buvaient du champagne, les diplomates, et bien sûr, la Russie, le tsar de toutes les Russies, à la cour de Russie, on buvait beaucoup de champagne. À ce sujet, d'ailleurs, je pense qu'on aurait intérêt, et le président Giscard d'Estaing s'en fait l'apôtre, que consommer du vin de champagne au cours de difficultés diplomatiques est une très bonne chose. Parce que ça permet beaucoup comment dirais-je, d'agréments et de... Ça met de l'huile dans les rouages. J'allais dire de l'huile, mais enfin ça met du champagne dans les rouages, qui est quelquefois aussi très bon. Ça ne grippe pas. À ce sujet, que vous savez probablement, Talleyrand est d'origine rémoise. Il a été évêque à Reims autrefois. Et l'anecdote veut dire qu'au cours du congrès de Vienne, quand il avait à discuter avec Metternich de tous les problèmes de structure de l'Europe, déjà difficiles à réaliser à cette époque, eh bien, le champagne l'avait aidé. Et si Metternich, de son côté, faisait assaut de diplomatie vis-à-vis de Talleyrand en donnant des mets extraordinaires, je pense que Talleyrand, avec le champagne, a souvent emporté le morceau. C'est, vous voyez, peut-être une arme diplomatique en France dont nous pourrions peut-être nous servir encore beaucoup dans les années qui viennent.
Vous avez eu depuis fort longtemps des rapports, me disiez-vous, très serrés et très étroits avec la Suisse. Y a-t-il eu des personnalités suisses marquantes qui ont... Eh bien, Madame de Staël, entre autres, qui est suisse, comme vous le savez, puisque nous avons eu une réception au château de Coppet qui est merveilleux. Et Madame de Staël était effectivement cliente de la maison et je crois consommait régulièrement nos vins. Père et fils. Vous présidez à Reims, dans cette capitale du Champagne, et aux destinées d'un 3 étoiles. C'est une bien longue responsabilité, monsieur Boyer Père, qu'en pensez-vous? Vous savez, le tout est de faire son métier consciencieusement. C'est pas plus difficile à faire cela qu'autre chose. Le tout est de le faire avec son cœur. Et vous êtes en train de passer un peu les rênes à votre fils? Oui, il y a déjà un petit moment. Hein? Vous passez le flambeau? Je passe le flambeau, oui. Monsieur Boyer, quel est fils alors? Quelle orientation donnez-vous au fond à votre cuisine, dans ce 3 étoiles de Reims? Oui, en fait, si vous voulez, déjà, on n'a pas passé le flambeau, nous continuons à travailler en symbiose tous les deux. Et, modeste, modeste. Enfin, quant à l'orientation que nous donnons, disons que nous nous orientons vers une cuisine un peu plus moderne, contemporaine, cuisine plus allégée, utilisant des produits de très grande fraîcheur, en respectant le goût de ces produits. Mais enfin, c'est une alliance du classique et du moderne. C'est pas... L'alliance du classique et du moderne qui se reflète au travers de vos deux visages, messieurs. Voilà, c'est bien dit. Dites-moi, une chose importante et qui m'intéresse vivement. Dans cette cuisine moderne allégée, est-ce que le champagne joue comme matière première un rôle important? C'est évident que le champagne joue un rôle très important, car il ne faut pas mésestimer les adjuvants. J'ai dit tout à l'heure que le produit était très important, mais il est certain que tout ce qu'on peut rapporter par la suite, les vins et les assaisonnements, le beurre, ça sont des choses aussi très importantes. Ce sont des petits détails qui changent tout. Et le champagne, lui, est un très grand détail, évidemment. Je pense qu'il personnalise la cuisine au même titre que mon collègue Lameloise qui travaille avec du Bourgogne. Lui, a une cuisine qui est plus musclée, plus en saveur, alors que la nôtre est beaucoup plus en légèreté et en subtilité. Et ça, c'est dû au champagne, qui est un vin plein d'esprit et de finesse. On a l'impression, lorsqu'on mange chez vous, que, effectivement, votre cuisine, c'est un espèce de petit miroir du champagne. Elle a une homogénéité qui semble être due au champagne. Est-ce que je me trompe? Non, parce que nous avons... il n'existe pas de cuisine champenoise régionale, donc nous avons été obligés de créer une cuisine qui s'adapte au champagne. Et à partir de là, nous avons étayé toute notre cuisine sur le champagne, de manière à ce qu'on puisse la manger en buvant le champagne. Car le grand repas, c'est quand la cuisine s'allie au vin et que les vins s'allient à la cuisine. Si nous avions fait la cuisine de Jacques Lameloise Bourguignon en buvant du champagne, ça détonnerait. Et si lui faisait la cuisine de Boyer champenois en buvant du Bourgogne, ça détonnerait aussi. Donc il faut s'adapter à son terroir, nous autres, les cuisiniers de vignoble. Est-ce que vous pensez, messieurs, que c'est avant tout l'acidité ou avant tout le côté pétillant du champagne qui apporte les éléments les plus constructifs dans cette cuisine? Ça dépend ce que vous cherchez à faire. Si vous avez besoin d'un poisson, c'est certain que l'acidité apporte quelque chose. Maintenant, si vous servez avec un foie gras, pourquoi pas avoir un champagne un peu plus vieux, un peu plus arrondi et qui apporte du moelleux. Je pense que tout dépend de la recette. Il faut trouver son champagne en rapport avec sa recette. Si vous voulez faire un bon sorbet au champagne, il ne faut pas prendre un champagne acide, il faut prendre un très vieux champagne madérisé et tout. Vous avez des subtilités. Oui, voilà des subtilités auxquelles, évidemment, on ne passerait pas de prime abord. Enfin, dernier point, est-ce que vous êtes tenté à recommander à vos clients de diversifier les champagnes au travers d'un repas? Absolument. Je suis catégorique là-dessus. Et dans quelles règles? Oui. Alors, il faut commencer automatiquement avec un blanc de blanc. Le blanc de blanc finit bien, commence bien, et terminer avec un blanc de noir. Le blanc de noir, vous le savez, c'est ce champagne qui est fait avec les raisins noirs. Donc c'est un vin beaucoup plus vineux, beaucoup plus charpenté que le blanc de blanc, et qui s'adapterait mieux aux petites viandes, aux viandes blanches et abats. Et éventuellement rosé-vous. Les vieux champagnes madérisés, un peu, les vieux millésimes, il y a toujours quelque chose d'émouvant à ressortir ces vieilles bouteilles de champagne de 1952, 55, 60, 61 maintenant, ou même plus vieux si on a la chance d'en trouver. Et ces vieux champagnes vont selon vous parfaitement bien avec les desserts. Oui.
Bien, merci de toutes ces indications, Monsieur Boyer, et longue vie et grand succès à votre 3 étoiles Rémois. Merci beaucoup. Merci, merci.